effectivement de l'écologie qui est, comme on vient de vous le dire, un sujet difficile puisque finalement nous autres chrétiens, nous sommes les véritables écologistes, nous respectons la création, nous devons respecter la création comme œuvre de Dieu. Mais en sens inverse, l'écologie est aussi une arme subversive, c'est l'arme révolutionnaire de ce 21e siècle, c'est l'arme révolutionnaire de la post-perestroïka. Donc ce dont je vais vous parler, ce n'est pas de l'écologie telle que nous la concevons, telle qu'elle devrait être, mais de l'écologie telle qu'elle a été dévoyée par les forces révolutionnaires. Donc je vais être amené à traiter un certain nombre de thèmes qui vous ont déjà été exposés par d'autres conférenciers. Tout d'abord, la révolution. Donc je vais reprendre ce thème de conférence. Le communisme est-il mort? Je vais aussi vous montrer que si il est mort dans son acception littérale, en vérité, ce n'est que pour réapparaître sous une autre forme. Je serai amené aussi à vous parler des institutions internationales et donc à traiter de la question, indirectement peut-être, mais de la question de la Suisse et l'Europe, et puis également de la question de la loi naturelle, puisque, bien entendu, l'écologie est liée à la loi naturelle. Bien, donc l'écologie est apparue sur le devant de la scène politique suite à la disparition de l'URSS, et je crois que c'est le point par lequel nous devons entreprendre cette analyse. Donc vous savez que, suite à la perestroïka, commencée en 1985 par Gorbatchev, suite à la disparition du mur de Berlin en 1989, donc le bloc soviétique a disparu. Pour être remplacé par quoi? Voilà la question qu'il faut se poser. Première question, donc comment peut-on imaginer que les révolutionnaires soviétiques et puis les révolutionnaires du monde entier aient accepté de faire disparaître leur État, cet État qui couvrait quasiment un continent, à partir duquel ils avaient une base extraordinaire qui leur permettait de rayonner sur l'ensemble de la planète. Donc ça, je crois que c'est la première question qu'il faut se poser et qu'on ne peut pas échapper à cette question. Croire que le système soviétique s'est effondré sous ses propres contradictions, pour employer le langage marxiste, sans qu'aucune stratégie de rechange ait été élaborée, me semble relever d'une infinie naïveté, me semble relever d'une totale ignorance de la chose politique. Donc, première interrogation, le lien entre la perestroïka et l'écologie. Deuxième interrogation également, qui me semble tout aussi importante, c'est la suivante. Quel lien y a-t-il entre l'écologie révolutionnaire et l'émergence du nouvel ordre mondial, qui maintenant ne fait plus aucun doute, et nouvel ordre mondial donc promulgué par le président Bush officiellement lors de la guerre contre l'Irak, et qui maintenant se concrétise chaque jour plus encore, dont vous voyez vous aussi la matérialisation, puisque l'entrée de la Suisse dans l'Europe, j'allais dire, n'est qu'une question de temps, tout au moins j'espère qu'elle ne se fera pas, mais risque effectivement de se concrétiser rapidement. À ce sujet, bien évidemment, mais je crois que je prêche des convaincus, faisant partie de l'Europe, je ne peux que vous conseiller, que vivement vous encourager à lutter véhémentement contre cette inclusion de la Suisse dans l'Europe, parce que les maux sont infinis, et le premier d'entre eux est bien entendu la perte de la souveraineté dans tous les domaines, et d'abord dans le domaine financier, dans le domaine monétaire, d'où découle malheureusement dans notre société tout le reste. Donc, deux interrogations fondamentales, le lien entre la révolution communiste et l'écologie, et d'autre part le lien entre le nouvel ordre mondial et cette même écologie. Alors ce que je vais vous montrer, c'est que l'écologie est en fait un véhicule révolutionnaire absolument extraordinaire qui remplace le discours communiste habituel, le discours communiste basé sur la justice sociale. Donc maintenant, l'impératif qui sera mis en avant est l'impératif de respect de la nature, et que partant de là, on va finalement réussir à révolutionner tous les domaines, que ce soit le domaine économique, le domaine financier, mais également d'autres domaines peut-être beaucoup plus importants, comme le domaine moral, éthique, et puis le domaine spirituel et le domaine religieux. Donc finalement, l'axe véritable de ma démonstration, l'axe véritable de mon ouvrage, c'est de montrer comment l'écologie est en fait un retour au paganisme, parce que dans la stratégie des institutions internationales, l'objet véritable de l'écologie, c'est de préparer la création d'une spiritualité globale, paganisme en fait, retour au paganisme, spiritualité globale, grâce à laquelle on essaiera tout au moins de faire converger toutes les religions du monde pour finalement essayer de créer une nouvelle religion mondiale. Donc voilà quelle est en fait
le véritable enjeu de l'écologie. Alors cet enjeu se décline dans tous les domaines, religieux bien sûr, mais également, donc nous le verrons, éthique, politique, financier, commercial, industriel, social, juridique, etc. Donc véritablement une question centrale à partir de laquelle on envisage de créer ni plus ni moins qu'une nouvelle civilisation. Car là encore, il faut que les enjeux soient exposés de manière tout à fait claire. Dans les textes internationaux, l'objet est véritablement de créer une spiritualité globale et de créer une nouvelle civilisation. Donc qui dit nouvelle civilisation dit bien entendu destruction de l'ancienne civilisation. Et l'ancienne civilisation, nous le savons, c'est la civilisation chrétienne. Donc voilà quel est l'enjeu, ni plus ni moins. Donc vous me direz peut-être qu'il s'agit de projets insensés, que les rois de la terre méditent des projets insensés, mais je crois que c'est exactement ce qu'ils font. Et je crois qu'il faut prendre la mesure exacte de ce problème. Alors donc, je vais résumer mon propos en 3 parties. D'abord, les objectifs mondialistes et post-communistes. Ensuite, je vous parlerai de 2 problèmes, qui ne sont que des exemples, de 2 problèmes majeurs, de 2 problèmes écologiques majeurs, à savoir l'effet de serre et le trou dans la couche d'ozone. Et puis, je vous montrerai comment donc ces problèmes écologiques permettent de réaliser tous ces objectifs mondialistes et post-communistes. Comment, en fait, à partir du moment où on met le doigt dans cet engrenage écologique, eh bien, les conséquences, certes très éloignées, mais ces conséquences sont inéluctables avec, donc, encore une fois, l'instauration d'une spiritualité globale, un retour au paganisme. Bien, donc les objectifs mondialistes et post-communistes. Quels sont-ils? Bien, je crois que les objectifs post-communistes sont assez clairs. On les connaît. C'est finalement parvenir au même résultat que les éternels objectifs révolutionnaires, les éternels objectifs communistes, mais par d'autres voies. Les objectifs mondialistes, eh bien, nous les verrons. Ils sont un petit peu différents, mais fondamentalement, ce sont les mêmes. Alors, la situation politique qui était celle du monde lorsque le mur de Berlin est tombé et lorsque simultanément, quasiment simultanément, le président Bush a promulgué le nouvel ordre mondial, était la suivante. Nous avions d'un côté un système soviétique qui était clairement en fin de course. Ce que les marxistes appellent les contradictions internes étaient tout à fait claires et il était évident pour tous les gens qui se livraient à la prospective de la science, c'est-à-dire qui étudient l'impact de la science sur la société, il était tout à fait clair que le système soviétique ne pourrait pas durer. Et ça, c'est dans la pure pensée marxiste, puisque le développement de la science est un des éléments majeurs pour eux de l'évolution des sociétés. D'ailleurs, je crois que c'est un point qui est effectivement vrai. Donc, une conscience aiguë du fait que, pour des raisons diverses, le système soviétique était voué à sa perte. Mais ceci ne signifie pas du tout que les révolutionnaires ont tiré la conclusion que leurs utopies étaient vouées à l'échec. Non, ils ont simplement tiré la conséquence qu'il fallait utiliser de nouvelles stratégies, qu'il fallait parvenir à élaborer de nouveaux plans, de nouveaux modes d'action, de nouvelles conceptions qui leur permettraient d'arriver au même résultat par des biais différents. Et c'est là qu'intervient la perestroïka, qui, loin d'être la destruction spontanée, j'allais dire la combustion spontanée du système soviétique suite à des échecs sur 70 ans, cette perestroïka n'est en fait que l'aboutissement d'un processus longuement préparé depuis la fin des années 50, à peu près 58, jusque donc à sa réalisation concrète par Gorbatchev. Alors là, il faut le savoir encore une fois, les textes sont publics, sont nombreux. Là, ce ne sont plus les textes des institutions internationales, ce sont les textes d'anciens membres du KGB, d'anciens membres des institutions savantes soviétiques qui racontent comment ces choses ont été faites. Et donc, le problème a été posé de manière tout à fait explicite. Comment maintenir la révolution, comment maintenir le pouvoir d'une petite élite sur l'ensemble du système soviétique, ou ce qui allait le remplacer, et sur le monde, avec d'autres stratégies. Alors ces études ont été des études académiques qui ont été menées dans les meilleures institutions, qui ont été menées par le KGB, et de très nombreuses solutions ont été proposées. Mais il y avait un certain nombre de problèmes à résoudre, et ces problèmes donc ont été traités les uns après les autres jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Et nous verrons comment ceci nous mène à la perestroïka. Donc l'objet de la perestroïka, c'était de créer une restructuration du système soviétique et une restructuration de l'Occident.
qu'il fallait faire les deux choses à la fois, puisque, bien évidemment, le système soviétique, plutôt la pensée révolutionnaire, avait comme objectif de diffuser sur l'ensemble de la planète. Donc la perestroïka n'est qu'en fait, et selon les termes mêmes de ces artisans, qu'une restructuration de l'Occident, qu'une restructuration de l'URSS, et surtout qu'une restructuration de l'image que nous autres, en Occident, nous pouvons avoir de la Révolution. Et là, nous voyons finalement une manœuvre très très habile qui est un petit peu un Gambit, l'équivalent d'un Gambit aux échecs, c'est-à-dire arrêter complètement une stratégie perdante pour dissimuler une nouvelle stratégie qui, elle, sera beaucoup plus élaborée. En sens inverse, enfin plutôt parallèlement, vous aviez d'autres objectifs qui étaient les objectifs qui sont les objectifs mondialistes. Et les objectifs mondialistes sont parfaitement clairs, c'est l'instauration d'un pouvoir absolu sur l'ensemble de la planète. Mais quand je dis pouvoir, j'apporte immédiatement une nuance parce que les leçons de l'expérience soviétique ont été tirées. Et l'on sait qu'un pouvoir s'exerçant par coercition, tel qu'il s'est exercé en Union soviétique, est voué fatalement à l'échec pour des raisons psychologiques faciles à comprendre, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Donc, en fait, on est passé, dans ces conceptions, on est passé de l'exercice du pouvoir à l'exercice du contrôle. Et c'est finalement cette restructuration politique qui est la plus importante. Nous vivions auparavant, aussi bien en Occident qu'en URSS, dans un système de pouvoir dans lequel les États exerçaient un pouvoir absolu ou direct sur les individus. Et maintenant, on passe à un système de contrôle. Alors, je vous détaillerai tout à l'heure, plus tard, comment ce contrôle s'exerce. Je vous montrerai quelle est la différence politique, la différence psychologique entre le pouvoir et le contrôle, mais cette idée est absolument fondamentale. Donc, passer de stratégies qui ont échoué à des stratégies beaucoup plus subtiles. Alors, là encore, il faut bien voir que cette stratégie de contrôle, ce renversement de perspective, ne se limite pas simplement au simple niveau politique. Le contrôle va pouvoir se développer dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine religieux, qui est celui qui m'intéresse particulièrement ici, puisque je parle devant un auditoire, devant le mouvement chrétien conservateur. Donc le contrôle peut très bien s'exercer, en particulier par le biais de la religion. C'est même un des modes de contrôle les plus absolus, puisque par le biais de la religion, les gens intègrent des valeurs, intègrent un mode de vie, intègrent une conception du monde, et partant de là, il n'y a plus à exercer de pouvoir sur eux, mais le contrôle s'exerce par le biais de la manipulation des valeurs qui sont véhiculées par les religions. Donc, quelles vont être les armes que l'on va utiliser? Eh bien, donc, comme je viens de vous le dire, des armes spirituelles, des armes idéologiques, des armes religieuses. Créer une nouvelle civilisation. Créer également une nouvelle conception de l'homme, car à partir du moment où on modifie la conception de l'homme, où l'on passe de la conception chrétienne de l'homme comme créé par Dieu pour dominer, pour gérer la planète, à une autre conception que nous détaillerons tout à l'heure, eh bien entendu, les conséquences sont inéluctables. L'homme n'est plus vu comme personne voulu directement par Dieu, individuellement et directement par Dieu, mais est vu comme un élément de la société, voire même, plus encore, un élément du grand tout, un élément de la nature, et doit donc, partant de là, se courber devant les impératifs de la gestion commune de la planète, de la gestion commune des ressources et de la société. Une autre des contraintes qui est imposée à cette restructuration politique sur l'ensemble de la planète, c'est la question d'une idéologie qui peut s'étendre à toutes les civilisations, à toutes les mentalités et à toutes les religions. Donc il y a un problème aussi fondamental quand on a comme objectif de créer une civilisation globale, ce qui encore une fois est l'objectif mondialiste. Il y a un problème, c'est de réussir à créer idéologiquement un dénominateur commun qui pourra être accepté par toutes les civilisations, toutes les sociétés. Alors, il est bien entendu que créer une pareille idéologie qui sera acceptée aussi bien par les juifs que par les arabes, par les chrétiens que par les indiens, etc., on conçoit que ça puisse poser de très graves problèmes. Donc là encore, il faut trouver la solution, et cette solution, nous verrons que l'écologie permet précisément, pour des raisons diverses, mais permet finalement de trouver ce dénominateur commun. Et puis, outre cette idéologie, il y a un autre problème
et là ce sont les travaux d'archéologie, les travaux de sociologie qui nous le disent, c'est qu'une société ne peut se maintenir que si elle s'ordonne autour d'un but, autour de ce que l'on appelle en psychologie sociale un but supraordonné, c'est-à-dire un objectif qui va focaliser, qui va canaliser toutes ses forces. Là encore, les exemples sont très nombreux et je peux vous donner par exemple l'exemple de l'Union soviétique. L'Union soviétique avait comme ennemi le système capitaliste. Et toutes les forces soviétiques, tout l'effort soviétique était orienté contre cet ennemi. En sens inverse, l'Ouest avait un ennemi qui était parfaitement défini et qui orientait, qui canalisait toutes ses énergies. Bon, je pourrais vous donner comme d'autres exemples, l'exemple aztèque, l'exemple des empires aztèques et incas, qui justement avaient des objectifs très précis qui leur ont permis de se développer. Donc cette notion de but supraordonné, ce qu'on appelle donc de but supraordonné en termes de psychologie sociale, est absolument fondamentale parce que c'est elle qui va permettre finalement, à partir du moment où cette idéologie passera dans le public, c'est elle qui va permettre de canaliser toutes les forces de la société et d'imposer un système qui en vérité sera totalitaire, tout au moins totalisant, sans que ses opposants puissent véritablement avoir le droit à la parole, puisque les valeurs auront été intégrées totalement par chacun des membres de la société. Donc tout ceci nous ramène également aux idées de Gramsci, donc le révolutionnaire sarde du début du XXe siècle, pour qui la révolution devait non pas procéder d'abord dans le domaine économique, comme pour Marx, mais devait d'abord être réalisée dans le domaine culturel, pour ensuite se répandre dans tous les autres domaines, et simplement à ce moment-là, dans le domaine économique. Et effectivement, les conceptions de Gramsci sont beaucoup plus puissantes, puisque à partir du moment où on a réussi, on véhicule des valeurs économiques, par exemple, totalement égalitaires, il n'y a plus besoin d'effectuer une révolution économique, elle s'effectue d'elle-même, puisque les gens sont convaincus du bien fondé de ces valeurs. Donc, c'est ce renversement qu'il va falloir faire. Donc, je crois que le problème est bien posé. Nos adversaires avaient donc un certain nombre d'objectifs, avaient besoin d'une idéologie, avaient besoin d'un but supraordonné, avaient besoin de passer de l'exercice de la force brutale telle qu'on a pu la connaître en URSS avec par exemple les goulags et le KGB à un autre mode de pouvoir qui est l'exercice du contrôle. Et là on rejoint finalement la gestion des grandes entreprises, puisque les grandes entreprises s'éloignent de plus en plus des modes de commandement direct pour d'une certaine manière donner de plus en plus de pouvoir à leurs employés et leur garantissant une plus grande liberté, mais aussi une plus grande efficacité, ce qui est le but. Donc, ce que je crois qu'une des premières conséquences à tirer de cette première partie, c'est que le communisme, d'une certaine manière, n'est pas mort, même s'il est mort à proprement parler, il renaît, il est en train de renaître de ses cendres, puisque nous avons affaire à une autre stratégie, mais les objectifs, eux, sont les mêmes. Donc, si à proprement parler, le communisme a disparu, les objectifs révolutionnaires, eux, sont toujours présents, et finalement, avons-nous gagné au change? Je ne crois pas. Je crois que je vous montrerai que nous avons affaire à une stratégie infiniment plus dangereuse. Alors, je voudrais vous donner un exemple de la puissance de ces idées pour vous montrer comment l'exercice du contrôle est en fait, et non plus du pouvoir, et non plus de la contrainte, est en fait infiniment plus dangereux que ces vieilles techniques de coercition que nous avons connues. Je me souviens d'avoir discuté avec un professeur américain, Linson, professeur Linson, donc ancien conseiller du président Reagan, et qui s'est opposé pendant de très nombreuses années à la rhétorique sur l'effet de serre, et c'est donc lui qui a bloqué pendant tout le mandat du président Reagan, qui a bloqué la question de l'effet de serre. Et lui se disait confiant à la démocratie. Et je lui ai montré qu'en vérité, on pouvait tout à fait concilier une démocratie avec une oligarchie. Et la question est très simple, il suffit de manipuler les valeurs. Si l'oligarchie manipule les valeurs, elle instaure une démocratie apparente et un totalitarisme réel, puisque guidant les valeurs, par le biais des médias par exemple, guidant les valeurs par le biais des médias et d'autres relais, guidant les valeurs, eh bien, le peuple, démocratiquement, élira les gens, les représentants de ses opinions. Donc on voit que, finalement, ces techniques de contrôle permettent des synthèses absolument étonnantes, des synthèses hegeliennes, entre des points de vue qui peuvent paraître tout à fait incompatibles, mais du point de vue hegelien, rien n'est incompatible, et on voit comment on peut arriver à synthétiser
la démocratie et l'oligarchie. De la même manière, mais là ce n'est pas une surprise, comment on va pouvoir synthétiser un système collectiviste, un système dirigiste et un ultralibéralisme. Nous vivons dans un système qui, par certains côtés, est ultralibéraliste et par d'autres est tout à fait collectiviste, tout au moins totalement socialisant. Comment faire? Là encore, c'est très simple. J'allais dire, c'est quasiment la même solution. Il suffit de manipuler les valeurs des gens, et puis il suffit également de manipuler les règles du marché, les règles internationales du marché. Partant de là, les individus sont libres, j'allais dire, sont ultra libres dans ce système, peuvent faire tout ce qu'ils veulent à l'intérieur des règles, mais sont contraints précisément par ces règles qui sont fixées par les institutions internationales. Donc le dirigisme est tout à fait réel en haut. Ce sont les institutions internationales, l'OMC, qui fixent les règles du commerce, qui fixent les règles, par exemple, des mouvements des capitaux, etc., qui fixent les taux d'intérêt, donc qui fixent le cadre dans lequel les gens vont évoluer. Et dans ce cadre-là, qui est assez large, les gens ont toute liberté, sont dans un cadre qui est ultralibéralisme. Les deux erreurs se rejoignent, mais finalement, ce n'est pas une surprise, puisqu'elles partent de la même inspiration. Donc je voulais vous montrer par ces deux exemples, donc démocratie et oligarchie, et ultralibéralisme et collectivisme, quelle est la puissance de ces modes, quelle est la puissance de ce mode de raisonnement, de cette avancée conceptuelle qui nous a fait passer de l'exercice du pouvoir brutal à l'exercice du contrôle. Et là, on voit véritablement qu'on a affaire à une avancée politique dont il faut tenir compte parce que elle n'est nulle part exposée alors que nous vivons tout le temps dedans. C'est ce qui explique pour le cas de la France, parce que je connais assez mal la politique en Suisse, bien que je reçoive les documents de l'association vaudoise des parents chrétiens, mais je connais assez mal votre situation. Mais c'est ce qui explique donc qu'en France, il n'y a finalement aucune différence entre la droite et la gauche, et que ce soit la gauche qui fasse la politique de la droite et la droite qui fasse la politique de la gauche. C'est assez stupéfiant, c'est ainsi, je peux vous le garantir. Parce qu'en vérité, il y a un accord beaucoup plus profond, beaucoup plus haut, sur donc les valeurs, sur les règles internationales, en particulier les règles du commerce international, etc. Bien, donc, ces préliminaires étant exposés, je vais maintenant vous parler de la question de l'effet de serre et du trou dans la couche d'ozone pour ensuite vous montrer comment elles vont permettre de manipuler l'ensemble des règles, aussi bien éthiques que économiques, voire même religieuses, des conceptions religieuses, et comment donc elles vont permettre d'utiliser ces conceptions concrètement. Alors donc seconde partie, deux problèmes très importants, le trou dans la couche d'ozone et l'effet de serre. Donc le trou dans la couche d'ozone, bon, là encore je parle de ce que je connais, je parle de la France, les États-Unis que je connais un peu aussi. Bon, ce qu'il en a été en Suisse, je n'en sais rien exactement, mais je pense que vous avez tous été soumis à la rhétorique de l'effet de serre, du trou dans la couche d'ozone. Je pense que nul pays au monde, tout au moins nul pays développé n'y a échappé. Donc il fut un temps, il y a quelques années, où nous craignions tous de brûler suite à la destruction de la couche d'ozone, donc destruction menée par le chlore, les CFC, donc les produits qui atteignent l'atmosphère, les produits donc, de réfrigération, qui sont dans les circuits de réfrigération, dans les circuits de climatisation, dans les réfrigérateurs, donc ces CFC qui étaient à la base donc, de ces circuits de réfrigération. Donc on nous disait que quand ces réfrigérateurs, quand ces systèmes de refroidissement étaient mis au rebut, ces CFC se libéraient, atteignaient la haute atmosphère et là détruisaient l'ozone avec tout un cortège de catastrophes entraînées, donc destruction, donc augmentation des ultraviolets, augmentation du nombre de cancers, destruction de la biodiversité, enfin, etc., etc. Et puis, j'imagine que là encore, il s'est passé les mêmes choses en Suisse qu'en France. On n'en a plus du tout entendu parler. Je pense que vous n'entendez plus du tout parler. Bon. Alors, on me dira peut-être que c'est parce qu'on a pris certaines mesures. Oui, c'est vrai, on a pris certaines mesures. D'effets d'ailleurs tout à fait limités, parce que les produits de substitution sont eux-mêmes dangereux, selon les mêmes théories, sont eux-mêmes dangereux pour la couche d'ozone. Mais il faut savoir que cette théorie est en vérité, je ne peux pas dire que ce soit un faux grossier, mais est en vérité très grossièrement exagéré. C'est-à-dire on prend un effet réel, c'est-à-dire une destruction infinitésimale de la couche d'ozone, et on l'augmente médiatiquement, on la dilate médiatiquement jusqu'à ce qu'elle prenne des proportions absolument catastrophiques. Alors il faut savoir que, d'un point de vue purement scientifique,
ces CFC seraient dangereux pour la couche d'ozone uniquement à cause de leur chlore, du chlore qu'ils contiennent. Et il faut savoir que les volcans sont les plus grosses sources de chlore sur la planète. Ce sont eux qui injectent directement du chlore dans la stratosphère et que ce chlore devrait détruire l'ozone tout aussi bien que le chlore des CFC. Bon, il faut savoir que les autres sources, qu'il y a d'innombrables autres sources de chlore, en particulier le plancton, de chlore et d'autres produits qui détruiraient également la couche d'ozone. Donc là, on part de modèles mathématiques, de modèles physiques extrêmement compliqués, auxquels on peut faire dire absolument n'importe quoi, parce que ce sont des modèles qui comprennent un très grand nombre de variables, pour leur faire dire donc précisément ce que l'on souhaite, à savoir que la couche d'ozone serait menacée. Alors, on nous a dit également que ce trou dans la couche d'ozone avait été découvert très récemment et que c'était une des conséquences de ces CFC. Alors on nous a dit ça parce que les CFC sont très récents. Leur utilisation, j'allais dire universelle, leur utilisation industrielle date environ du début des années 60. Donc partant de là, on était obligé de nous dire que le trou dans la couche d'ozone était tout à fait récent et donc on nous a soutenu qu'il avait été découvert au début des années 80. Alors il n'en est absolument rien, le trou dans la couche d'ozone a été découvert en 1929. Bon, je donne une photocopie de l'article dans lequel, enfin plutôt il a été découvert sur des données de 1929 et l'article a paru en 1944, donc suite à la guerre. Bon, je donne une photocopie de cet article dans lequel on emploie le mot trou dans la couche d'ozone, ozone hole, donc c'est marqué en toutes lettres dans l'article. Donc le trou est bien antérieur au CFC, ce qui suffit à réduire à néant la théorie. Bien, mais plus encore, j'allais dire, je vais m'en tenir à l'aveu de M. Paul Crutzen, prix Nobel de chimie pour ses travaux sur l'ozone. Donc pour ses travaux nous annonçant la fin imminente de la planète. Donc ce monsieur, en 1997, fit une déclaration que je reproduis dans mon ouvrage et que je vous montre. C'est le petit entrefilet que vous voyez. Vous voyez, il fait 5 cm sur 4 cm et demi, je crois, à peu près. Vous voyez, il est minuscule. En France, on avait, au journal de 20 heures, les gros titres sur le trou dans la couche d'ozone, le trou dans la couche d'ozone en couleur fictive, l'Antarctique en couleur fictive et le trou qui grandissait. Là, on a la dénégation, mais la dénégation fait 4 cm sur 5 cm et demi en page 24 du Monde, bien caché. Alors, je vous la lis. Je vous la lis textuellement et je vous rappelle que la personne dont il va s'exprimer est M. Paul Crutzen, prix Nobel de chimie pour ses travaux sur l'ozone. Donc, début de citation. Environnement. C'est le Monde qui parle. Alors, le Monde, je vous situe, parce que bon, tout le monde n'est pas forcément à même de situer exactement ce que le Monde, je l'appelle assez fréquemment le journal officiel de la République maçonnique française. C'est exactement ça. C'est exactement le journal officiel de la République maçonnique. Environnement. Donc je cite, environnement. La couche d'ozone stratosphérique pourrait être reconstituée d'ici 50 ans, estime le néerlandais Paul Crutzen, prix Nobel de chimie 1995 pour ses travaux sur l'ozone. Lors d'une conférence de presse tenue lundi 27 janvier, donc 1997, lundi 27 janvier au Costa Rica, il a affirmé, début de citation, donc, lorsque les prévisions apocalyptiques furent avancées, on ne connaissait pas exactement l'ampleur de la détérioration de la couche d'ozone. Maintenant, on sait que les dégâts sont très faibles. La démonstration a été faite que la couche d'ozone se ralentit à un rythme fort ralenti. Fin de citation. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Crutzen, prix Nobel de chimie. Alors, j'ajoute que si M. Crutzen, prix Nobel de chimie pour ses travaux alarmistes sur la couche d'ozone, dit ceci, je peux vous garantir que la majorité des autres scientifiques disent le contraire, à savoir que l'influence est tout à fait négligeable. Bien, alors vous allez peut-être me poser la question, pourquoi vous parlez aussi longuement du trou dans la couche d'ozone? Il s'agit d'un problème secondaire finalement, et j'allais dire obsolète, puisque nous n'en parlons plus, bon, sauf dans quelques publications de temps en temps, on reprend ce vieux cheval de bataille. Alors, ce terme est en fait absolument fondamental. Bon, pour une raison anecdotique, d'abord parce qu'il a servi de terrain d'essai en ce qui concerne la question de l'effet de serre. Donc il y avait un certain nombre de problèmes à résoudre pour mettre en place la rhétorique de l'effet de serre, dont certains, que nous allons retrouver. Donc je vous parlerai tout à l'heure. Ça, c'est le premier point, mais ce n'est pas le plus important. Le second point, le véritable point, c'est que cette rhétorique du trou dans la couche d'ozone a permis de faire émerger une conscience globale. Et ça, c'est le point absolument fondamental. Une conscience globale, c'est-à-dire que ce faisant,
on a véhiculé le message suivant, à savoir que notre action, l'action de tout un chacun, avait un effet sur le reste de la planète. Alors je vous rappelle une parole, enfin un écrit plutôt, dans lequel il est dit que Dieu sépara les nations. C'est dit quelque part après un épisode fort instructif, qui est celui de la tour de Babel. Dieu descendit et sépara les nations. Les nations sont séparées. C'est très ennuyeux quand on est mondialiste que les nations soient séparées. Il vaudrait mieux qu'elles soient reliées. Il vaudrait mieux faire apparaître une conscience globale. Alors comment la faire, puisqu'il n'y a pas de conscience globale, puisque Dieu a séparé les nations? Ça pose un problème. Eh bien, faisons croire, mettons en avant une rhétorique selon laquelle votre action, la mienne, eh bien, finalement, risquerait de faire griller les pingouins en Antarctique, les Chinois en Chine, etc. Et partant de là, on voit ce passage du local au global, ce passage de problèmes locaux, de problèmes régionaux, à des problèmes internationaux. Et l'on voit comment va se mettre en place ce pouvoir international, puisque qui dit problème global dira, dans la rhétorique mondialiste, solution globale, dira institutions internationales destinées à résoudre ces problèmes. Donc la première étape est bien évidemment de créer ces problèmes, de créer cette conscience globale. Donc on arrive tout simplement à ce qu'il faut bien appeler une manipulation psychologique sur l'ensemble de la planète. Donc un problème tout à fait insignifiant, qui peut sembler tout à fait insignifiant, en fait provoque un renversement de perspective, fait passer du local au global, un changement de paradigme, puisque c'est exactement de cela dont il s'agit en termes de nouvel âge, c'est-à-dire passer du local au global, passer d'une certaine manière, si on transcrit les choses en termes théologiques, passer du salut individuel au salut collectif, à la confession collective, à l'absolution collective. Donc il ne s'agit pas de rien, il ne s'agit pas d'une petite affaire dans un petit coin. Ça a été le premier angle qui a été posé pour détruire la conception individuelle de l'homme, la conception de l'homme en tant que personne voulue individuellement par Dieu et destinée à créer son salut individuellement. Donc il ne s'agit pas du tout de quelque chose de secondaire. Alors on verra, avec la question de l'effet de serre, qu'on reprendra les mêmes idées, les mêmes techniques, mais à une toute autre échelle. Bien. Et puis, une autre avancée, dirais-je, révolutionnaire, tout au moins, une autre avancée qui est celle du principe de précaution. Puisque le discours était encore le même, en fait. Mais là, maintenant, le discours est un petit peu oublié. C'est que, en fait, on nous disait, oui, nous ne sommes pas sûrs de nos théories, mais il y a une très grande chance, et il faut être prudent. Soyons prudents. Donc, nous allons être très prudents. Et on a avancé ce fameux principe de précaution. Alors, le principe de précaution, c'est bien évidemment une arme rhétorique absolument imparable. Comment ne pas être prudent? Mais c'est aussi une arme à géométrie variable, puisqu'on peut être tout à fait l'utiliser dans certains domaines et le refuser dans d'autres. Et puis, quand on l'utilise, où arrêter la précaution? À partir de quel moment devient-elle raisonnable ou devient-elle simplement un outil révolutionnaire? Tout à fait incidemment, on a aussi mis en place des institutions internationales pour régler le problème du trou dans la couche d'ozone. C'est un détail secondaire. C'est un détail secondaire parce que quand on passera à l'effet de serre, on verra qu'il y a une toute autre échelle. Donc maintenant, je passe à l'effet de serre. Alors là, on est en plein dedans. Aujourd'hui, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence parce que je pense que ni vous ni moi ne connaissions la date exacte de la réunion de la Hague, mais aujourd'hui, donc, en ce moment, 180 pays discutent du suivi des protocoles de Kyoto. Alors, quel est le problème? Le problème est le suivant. En se chauffant, en ayant une activité industrielle, nous rejetons du gaz carbonique, du CO2, donc la combustion des pétroles, la combustion du gaz, la combustion du bois même, rejette du gaz carbonique. Ce gaz carbonique réchauffe la planète, et partant de là, un cortège absolument infini de plaies d'Égypte, finalement, va tomber sur nous. Alors lesquelles? Eh bien, modification du climat, modification de l'enneigement, modification des cours d'eau, remontée des maladies tropicales jusqu'en région niçoise, puisque je suis sur Nice et Marseille. Ça d'ailleurs, ce serait pas impossible, puisque la malaria s'est vissée il n'y a pas si longtemps que ça en Corse, avant qu'on assèche les marais. C'est pour ça que les Corses vivaient sur les hauteurs, et non pas en bas. Et puis on a asséché les marais et on a fait disparaître les moustiques. Donc bon, etc. Disparition des basses terres, etc. Alors là encore, on a affaire à un problème global.
puisque ce que vous brûlez dans votre jardin, les mauvaises herbes que vous brûlez dans votre jardin, réchauffent la planète, produisent du CO2. Le pétrole que nous brûlons en ce moment pour nous chauffer produit du CO2. L'essence que vous avez brûlée pour venir jusqu'ici produit du CO2. Enfin, en gros, il faut tout arrêter. Un problème global, donc, qui va réclamer des solutions globales. Et effectivement, 180 pays sont en train de se réunir pour mettre en place des mesures plus contraignantes donc, pour réduire ces rejets de gaz carbonique. Alors bon, avant de détailler, qu'en est-il sur le plan scientifique, sur le plan purement scientifique? Alors il faut que vous le sachiez, les scientifiques sont dans leur immense majorité en désaccord avec cette rhétorique, et si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur Internet, vous trouverez une pétition qui a été signée par un très grand nombre. La dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a à peu près un an, il y avait 17 000 signataires de très très haut niveau, enfin du genre du professeur Lindsay. Le professeur Lindsay, donc membre de l'Académie des sciences, membre éminent de l'Académie des sciences américaine, conseiller du président Reagan, donc qui a passé son temps à dire que tout ceci était une gigantesque imposture. Donc bon, je peux même vous donner l'adresse Internet si ça vous intéresse, je peux vous la donner à la fin. Bon. Il y avait 17 000 signatures il y a un an pour une pétition qui avait à peu près 3 mois. Il y a eu des protestations innombrables. Avant la conférence de Rio, il y a, je crois, 160 prix Nobel qui ont protesté pour dire que c'était un retour à une idéologie obscurantiste et qu'on était en train de revenir à la pensée magique. D'ailleurs, oui, c'est très intéressant, puisque je cite, je fais un petit aparté pour vous dire qu'on retourne à la pensée magique. Le principe de précaution, c'est la pensée magique. Qu'est-ce que dit le principe de précaution? Il dit, puisqu'une chose peut être, elle l'est. Voilà en substance le principe de précaution. Puisqu'un danger peut être, que moi, écologiste, je prononce, ma parole est performative, et immédiatement par ce simple fait-là, ce danger existe. Je dis qu'il peut y avoir un danger à cause de l'effet de serre, peu importe que ce danger soit prouvé ou pas, le principe de précaution fait que nous devons prendre les précautions qui s'imposent. Autrement dit, nous sommes exactement dans la pensée magique, la pensée performative, puisque je dis je suis Dieu, ma parole est performative. C'est quand même assez étonnant de voir cette mise à jour, cette mise au bout du jour, finalement, de modes de pensée qui sont vieux comme l'humanité. Tout comme, d'ailleurs, cette pensée globale n'est que la pensée païenne, c'est la pensée du grand tout, c'est le grand pan. Et l'homme n'existe plus en tant qu'individu, mais en tant qu'élément du grand tout. Donc il y a quand même une convergence qui est tout à fait étonnante entre ce qu'on nous présente comme étant l'avant-garde du modernisme et en fait des vieilles lunes qui avaient été balayées par le christianisme. Bien, pour en venir donc à cette réalité scientifique de l'effet de serre, qu'en est-il? Bon, alors effectivement, et c'est toujours la même stratégie, effectivement, il va y avoir un effet de serre, il va y avoir effectivement une augmentation de la température. Alors, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que cette augmentation de la température, qu'on peut calculer par d'autres biais que par ces modèles auxquels on peut faire tout dire, cette augmentation de la température va être d'environ 1,5 degré, comprise entre 1,5 et 1 degré. Autrement dit, elle ne sera pas discernable dans les fluctuations climatiques normales, parce que le climat varie en permanence. Le 19e siècle a été une période froide, et les siècles antérieurs également. Le 13e siècle a été une période chaude qui s'est appelée l'optimum climatique. Donc vous avez des modifications du climat naturel. Il y a eu des glaciations, des déglaciations, et à l'intérieur de ces grands cycles, il y a des petits cycles, des cycles plus petits. Donc nous allons vivre effectivement un réchauffement compris entre 1,5 degré et 1 degré, réchauffement qui sera quasiment indétectable. Enfin, en tout cas, qui pour le moment est indétectable. Avec les techniques actuelles, ne sera pas détectable. Bon, les techniques ultérieures permettront peut-être de le détecter, mais pas aujourd'hui. Et ce réchauffement, loin d'être une catastrophe, sera une bénédiction. Le XIIIe siècle, qui a été un siècle chaud, s'est appelé l'optimum climatique médiéval. L'optimum, tout est dit. Le XIXe siècle, et les siècles antérieurs qui ont été des siècles froids, se sont appelés le petit âge glaciaire, ce qui n'est pas un nom particulièrement engageant. Donc voilà quelle est la réalité. Et bien entendu, il est bien clair que l'augmentation de température est tout à fait bénéfique. Alors peut-être me direz-vous, oui, bénéfique sous nos latitudes, bénéfique en Suisse, bénéfique au Canada, en Sibérie, etc. Mais qu'en est-il dans les tropiques? Est-ce qu'une augmentation de température sera bénéfique dans les tropiques? Il se trouve que, par des phénomènes assez curieux, les tropiques
soit thermostatée. Autrement dit, une augmentation de température sur l'ensemble de la planète n'a que très peu d'influence sur la température des tropiques. La température des tropiques ne variera quasiment pas. Et ça, c'est un point qui d'ailleurs n'est même pas contesté par les mondialistes, puisqu'ils admettent que la température variera fort peu dans les tropiques et au contraire, d'après leur modèle, devrait varier sur les pôles et dans les régions telles que la Sibérie, le Canada. Bien. Alors, il y a d'innombrables autres points dans le dossier scientifique. Je ne peux pas rentrer dans tous ces points, mais en particulier, il y a deux domaines qui sont très largement négligés, qui sont les liens entre le Soleil et le climat, et la question des nuages. Alors, les liens entre le Soleil et le climat, d'un point de vue symbolique, sont très intéressants. On est simplement en train de nous dire que le Soleil n'a aucune influence sur le climat et que c'est l'homme qui a le plus d'influence sur le climat. Du point de vue symbolique, ça paraît un petit peu contestable. Et effectivement, les données sont absolument formelles. Là, je ne peux pas vous les montrer. Mais les données sont formelles, elles montrent que c'est l'activité solaire qui force le climat, qui est véritablement le forçage qu'il y a derrière le climat, que le climat répond, mais qu'en gros sa marge de manœuvre est assez limitée. Et puis il y a la question des nuages. Les nuages sont très mal modélisés, et selon la modélisation des nuages dans les modèles, on obtient des résultats tout à fait différents. Autrement dit, on peut faire dire n'importe quoi au modèle. Bien, donc si vous voulez, pour résumer la question scientifique, les scientifiques indépendants pensent que tout ceci est un gigantesque montage. Les autres, ceux qui travaillent par exemple dans les institutions internationales, je dirais, pour rester en des termes mesurés, qu'ils ont tout intérêt à soutenir ce qu'ils disent et à produire les rapports qu'ils produisent. Alors, on trouve là des éléments très intéressants, en particulier la manipulation par le biais de la science. Et je crois que c'est quelque chose qui est un élément fondamental qu'il faut bien mettre en lumière, parce que les milieux scientifiques sont des milieux extrêmement restreints. Les scientifiques qui comptent, par exemple, en matière de climatologie sur l'ensemble de la planète, sont en très petit nombre. Bon, il y en a peut-être 200 ou 300. Donc ça veut dire que même une minorité bien organisée à l'intérieur de ces deux... Et il s'agit d'une profession qui n'est pas du tout organisée, bien sûr, comme toujours. La masse n'est jamais organisée. Donc une toute petite minorité, une cinquantaine de climatologues peut faire la pluie et le beau temps, littéralement, dans ce domaine. Surtout si elle est appuyée par des institutions internationales, c'est-à-dire par des fonds illimités, ce qui est le cas, et qu'elle a par derrière des objectifs politiques colossaux, que nous verrons. Donc, par ce biais de scientifiques, par le biais de quelques scientifiques sur la planète, on va pouvoir dire n'importe quoi. On l'a fait en matière de trou dans la couche d'ozone, on l'a fait en matière d'effet de serre. Je ne peux même pas dire qu'on le fait en matière de vache folle, puisqu'aujourd'hui, enfin en tout cas je ne sais pas si vous connaissez, si vous suivez ce qui se passe en France, mais aujourd'hui les scientifiques en France disent, et c'est le message que les médias répercutent, disent que le danger est absolument surévalué et qu'il n'y a aucune raison de prendre les mesures qui ont été prises, que nous cédons à une hystérie médiatique. Voilà le discours que nos médias, qui ne sont pas suspects d'aucune complaisance, nous tiennent. Voilà le discours que les autorités scientifiques tiennent en France. Je ne veux pas dire par là qu'il faille nourrir les vaches avec des vaches. C'est pas du tout mon propos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce qui concerne la question de la maladie des vaches folles, il y a une exploitation politique, et d'ailleurs mondialiste, sur laquelle je pourrais revenir éventuellement après, tout à fait claire. Donc une utilisation révolutionnaire de la science. Et ça, je crois que c'est tout à fait important de le voir, parce que finalement, quels sont les derniers saints de ce siècle-là? Bien, j'allais dire, quels sont les derniers porteurs de la vérité révélée en ce siècle? Ce sont les scientifiques. Manipuler la science, vous manipulerez complètement la société. Alors là, bien entendu, nous voyons comment ces idées sur les problèmes globaux, sur la conscience globale, ont trouvé une toute autre ampleur. La conscience globale, maintenant, elle est là, elle est avec nous. Il faut que je vous rappelle, que je vous donne des chiffres. Les chiffres qui sont avancés par les institutions internationales sont une diminution de la consommation de pétrole de 60% dans les pays développés. De 60%. Vous vous chaufferez 60% en moins. Vous utiliserez votre voiture 60% en moins. Bon, j'exagère un tout petit peu parce qu'il y aura des économies d'énergie, il y aura des améliorations de la productivité, mais est-ce que ce chiffre de 60% n'est pas lui-même une première étape? C'est le chiffre officiel, 60%. Et je pense que ce n'est qu'une première étape, parce que d'ailleurs tout le monde sait qu'une réduction de 60% ne modifierait pas grand-chose aux concentrations de gaz carbonique. Et donc, par ce biais, on crée une conscience globale. Les rejets des États-Unis réchauffent le climat en Chine. Donc les États-Unis sont les pollueurs et les Chinois les victimes.
les pays développés sont les assassins de la planète, de Gaïa, notre mère à tous, Gaïa, en fait Déméter d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et ce problème global, cette émergence d'une conscience globale, réclame bien évidemment des solutions globales. Et là, les solutions sont tout à fait mises en place. Des organismes internationaux ont été mis en place, qui vont avoir pour charge de gérer ces droits de polluer, car vous savez qu'à l'heure actuelle, une des solutions, enfin la solution mise en avant, c'est la vente de droits de polluer sur l'ensemble de la planète, autrement dit. Et pour faire court, les États-Unis et les pays développés achèteront des droits de polluer aux pays en voie de développement et transféreront donc des fonds colossaux, parce qu'il faut voir que nous en sommes avec des 60% de consommation de pétrole, transféreront des fonds colossaux. Mais également, donc ces institutions qui auront à gérer des fonds colossaux auront également la charge de répartir l'activité économique. Parce que dans toute cette rhétorique, il y a un point aussi dont il faut tenir compte, c'est que l'on admet, à fort juste titre d'ailleurs, que la préoccupation première des pays en voie de développement n'est pas l'effet de serre, c'est un détail tout à fait secondaire pour eux, c'est leur développement économique. Donc pour nous, la préoccupation c'est l'effet de serre, mais pour eux, les pays en voie de développement, la première préoccupation n'est pas de polluer, de ne pas polluer, c'est un détail. Et c'est vrai que quand on meurt de faim, savoir si la planète se réchauffe, c'est un détail. Eh bien, pour eux, c'est donc l'économie. Conclusion, cette institution internationale qui est en train de se mettre en place, qui existe déjà d'ailleurs, la Commission pour le développement durable, puisque c'est comme ceci qu'elle s'appelle, Commission for Sustainable Development, qui existe, eh bien cette commission aura en charge la répartition de l'activité économique sur l'ensemble de la planète. Bon. Et en charge la répartition des fonds collectés par la vente des droits de polluer. Donc je vous laisse imaginer le pouvoir qu'elle détiendra. Petit problème au début, mais qui, avec le temps, enfle. Bien, mais pour moi, ce n'est pas le plus important, bien entendu. Pour moi, le plus important n'est pas ces problèmes économiques, voire même ces problèmes politiques. Pour moi, la chose la plus importante, c'est ce renversement dans la perspective qui nous a fait passer du local au global, ce renversement dans la perspective qui a fait passer l'homme, une créature voulue par Dieu, et à qui a été confiée la gestion de la création, à un être néfaste qui pollue la planète, qui va la détruire, et dont il faut préserver ses semblables. Car c'est ça, en fait, le véritable enjeu de l'affaire, beaucoup plus que les conséquences, les énormes conséquences politiques et économiques. Donc, par ce biais, on attaque bien sûr l'économie, on attaque bien sûr la politique, puisque ce sera une perte de souveraineté absolument extraordinaire dans tous les pays, mais surtout, on attaque la religion, on attaque le cœur même de la religion, c'est-à-dire la conception de l'homme telle qu'elle est véhiculée par la Genèse, l'homme créé par Dieu et voulu individuellement, chacun d'entre nous voulu directement par Dieu. Et là, maintenant, on passe à une toute autre conception, l'homme, une nuisance, un destructeur, qui menace la biodiversité, qui menace les autres espèces, et qui va tout détruire, dont il faut absolument limiter les nuisances, l'activité, et auquel il faut inculquer de nouvelles valeurs, une nouvelle éthique. Partant de là, la boucle est bouclée, le programme révolutionnaire est totalement réalisé, il n'y a plus qu'à laisser les choses se développer. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation en Suisse, mais chez nous, en France, on a l'impression qu'il n'y a plus de politique, il n'y a plus que de l'écologie. On nous parle en permanence d'écologie, tout le temps. Je ne vais pas vous citer des questions, enfin, vous avez sûrement entendu parler du Yevolisen, qui n'a rien fait. Il y a eu quelques vagues d'irisations dans la Manche, peut-être pas de quoi fouetter un chat. Bon, c'est certainement très regrettable, mais nous avons subi un matraquage absolument infernal pendant plusieurs semaines, enfin plusieurs jours, justement. Bien, alors, quelles vont être, donc, en troisième partie, donc, quelles vont être les conséquences donc, de cette révolution? Eh bien, je crois que le premier élément, l'élément sur lequel il faut vraiment que j'insiste, c'est que nous sommes en train de vivre le changement de paradigme qui est voulu par le nouvel âge. Alors bon, ça ce serait une toute autre conférence si je devais vous parler du nouvel âge, mais nous sommes exactement en train de vivre ce changement de paradigme, c'est-à-dire faire passer de la conception religieuse chrétienne à la conception païenne. L'homme fait partie du grand tout, l'homme est un élément du grand tout, et ce qui compte, bien entendu, dans cette perspective, c'est le grand tout. Autrement dit, nous sommes passés d'une perspective individuelle à une perspective totalisante. C'est un retour au paganisme. C'est la fameuse perspective holistique du nouvel âge. Je vous permets d'apprécier la finesse
des techniques utilisées par nos adversaires. Ce n'est quand même pas exactement rien que de partir de problèmes écologiques qui peuvent sembler secondaires pour finalement arriver à une attaque en règle contre le fondement même du christianisme. Parce que là, on est au fondement même des monothéismes, quels qu'ils soient. D'ailleurs, les trois monothéismes, ce sont ces fondements qui sont attaqués. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est simplement un retour au paganisme. Bien, ça c'est bien évidemment la chose la plus importante, donc ce changement de Weltanschauung, de conception du monde, de vision du monde, ce changement de regard. Le regard des gens est clairement en train de changer, et maintenant ce qui importe ce n'est plus le salut individuel, ce n'est plus la morale personnelle, mais c'est de ne pas polluer. Quasiment, quand on allume un feu à la faculté, dans laquelle j'enseigne, bien je vois bien dans la réaction de certains que finalement leur première pensée c'est mais ces gens polluent. Oui, ces gens polluent, oui, ils allument un feu. Ce ne sont pas une très grave pollution. Donc ça, ce sont les conséquences majeures. Bien évidemment, donc les conséquences spirituelles vont en découler, inéluctablement, puisque partant de là, on a tous les éléments pour créer une nouvelle spiritualité, une spiritualité globale, qui sera simplement la spiritualité du respect de la nature, que les chrétiens auront bien du mal à combattre, puisque pour eux, ce n'est jamais que le respect de la création, et bien évidemment, la loi naturelle veut que nous respections la création. Mais c'est là où l'on voit toute l'habileté diabolique de nos adversaires. C'est qu'ils prennent la loi naturelle, ils nous limitent à la loi naturelle en la coupant de ses racines surnaturelles. Et c'est précisément ce qui s'est passé avec la question de la justice sociale, avec la question du communisme. Et c'est ce qui a expliqué aussi, finalement, le porte-à-faux dans lequel s'est trouvée l'Église pendant aussi longtemps, puisque cette idée de justice sociale est d'une certaine manière une idée chrétienne, devenue folle. Et même, dirais-je, ce sont les conseils de perfection. Si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens et suis-moi, et tu auras un trésor, Les conseils de perfection, donc si tu veux être parfait. Mais l'idée est devenue folle, et elle a fait 150 millions de morts au bas bout. L'idée de paix est en train de devenir folle. Puisqu'on sait que c'est quand tous les hommes diront paix, paix, que l'or s'abattra sur eux. Là, c'est encore les institutions internationales. Et l'idée de respect de la création est en train de devenir folle. Et c'est une idée éminemment chrétienne, et c'est une idée qui nous sera très difficile de combattre, puisque pour nous, ce sera la question de la création. Alors, on voit l'habileté. L'habileté, c'est de restreindre en fait un discours qui devrait être d'ordre surnaturel, c'est-à-dire non pas de respecter la nature en tant que telle, mais en tant que création, en tant que signe, que porteur des signes de la Trinité, selon saint Thomas. De restreindre donc ce respect de la création à un respect de la nature, et partant de là, en limitant le discours à la simple loi naturelle, sans aucune référence à la loi surnaturelle, l'adversaire réussit à en faire un véhicule révolutionnaire. C'est ce qui a été fait, donc je vous le redis, en matière de justice sociale, et c'est ce qui est en train d'être fait en matière de paix, et c'est ce qui sera fait en matière d'écologie. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne. J'insiste parce que cette articulation entre la loi naturelle et la loi surnaturelle est très, très, très difficile à combattre, et c'est un des points fondamentaux, bien évidemment. C'est le naturalisme, c'est la limitation de la perspective à la nature, à la loi naturelle, j'allais presque dire d'une certaine manière à la religion naturelle, coupée de toute transcendance, coupée de toute grâce. Et là, on voit bien quel est le problème pour nous, puisque la grâce étant le don gratuit de Dieu, nous ne pouvons pas l'imposer aux autres, nous pouvons leur faciliter l'accès à la grâce. Nous pouvons les aider à faire la démarche. Mais ça reste donc gratuit. Donc ce qui veut bien dire que là, il y a une difficulté pour nous quand l'adversaire, très habilement, place le discours sur le niveau de la loi naturelle. Et subvertit la loi naturelle pour en faire une fin en tant que telle. Et la fin dernière n'est pas la loi naturelle. C'est un élément. Bien. Donc ça, ce sont bien évidemment les points fondamentaux. Tout le reste est tout à fait secondaire, bien entendu. Secondaire, mais quand même assez loin. Alors les conséquences économiques, donc je vous l'ai dit, les conséquences économiques, c'est une baisse de 60% de la consommation des fossiles, des combustibles fossiles dans les pays développés. Comme en même temps le nucléaire est voué à disparaître, tout au moins à être très fortement limité, la consommation d'énergie sera très très importante. Donc l'activité économique va être très fortement limitée. Et là encore, ce n'est pas une coïncidence, puisque dans les textes internationaux, il est écrit noir sur blanc que l'activité économique, enfin, c'est pas tourné exactement comme ceci, mais ça revient à ceci, que l'activité économique doit être limitée dans les pays développés et développée
dans les pays en voie de développement. Donc, l'objectif est parfaitement les résultats sont parfaitement cohérents avec l'objectif. Bon, les conséquences en matière de politique internationale sont celles que je vous ai détaillées tout à l'heure, création d'une institution internationale en charge de ces problèmes, création de fait d'un impôt mondial, puisque cette taxe CO2 n'est ni plus ni moins qu'un impôt sur les activités économiques, c'est-à-dire un impôt sur les activités mondiales, et partant de là, un pouvoir absolument fabuleux donné aux institutions internationales. Les conséquences économiques et politiques sont curieuses, mais elles méritent quand même d'être relevées, à savoir au niveau politique que quand on utilise de pareilles techniques, quand on utilise de pareilles stratégies, il est bien entendu qu'il n'y a plus aucune différence entre la droite et la gauche, qu'on peut tout à fait concilier, je précise, entre la droite et la gauche telles qu'elles existent électoralement. Parce qu'on pourrait développer. Il n'y a plus aucune différence entre la droite et la gauche en matière de politique politicienne. On voit bien que tous ces gens sont d'accord avec ces objectifs, avec ces nouvelles stratégies, avec ces conceptions. En sens inverse, au niveau social, eh bien, il va y avoir une baisse. Il y a déjà une baisse. Le revenu a baissé en France l'année dernière. Bon, peut-être suite aux 35 heures, mais de fait, il a baissé. Il va y avoir une baisse du niveau de vie. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que nos partis politiques, nos syndicats, toutes tendances confondues, sont chargés de faire accepter cette baisse du niveau de vie aux Français, aux pays développés, et de faire le nécessaire pour que tout se passe bien, puisque l'objectif est de transférer les richesses des pays développés vers les pays en voie de développement. D'autres conséquences qui sont également très importantes, sur lesquelles je n'ai pas insisté, mais qui mériterait à elle seule toute une étude, c'est en ce qui concerne le droit, et plus particulièrement le droit international. Le droit est, d'une certaine manière, le véhicule du bien. Alors, du bien social, quand la société s'éloigne du vrai bien. Et aujourd'hui, le droit sert à la révolution. Le simple fait, par exemple, de passer une loi sur l'avortement, c'est autoriser moralement, pas simplement physiquement, mais moralement, les gens à avorter. C'est leur dire, les autorités vous donnent cette autorisation, vous avez la possibilité, puisque eux qui sont infiniment plus savants que vous, qui ont le pouvoir, qui sont finalement entre vous et les dieux, eh bien, vous autorisent à avorter. Donc le droit est simplement le véhicule du bien social, et le droit permet de modifier la conception que les gens se font du bien. Alors là, bien évidemment, il faudrait développer, c'est clairement un point fondamental, mais je tiens à le mentionner. Je vous ai parlé, au début, de la nécessité pour l'Empire universel de se créer un ennemi et d'avoir un but supraordonné autour duquel toute son activité va s'ordonner. L'ennemi, il est clair, l'ennemi ce n'est pas tel pays, ce n'est pas telle fraction de la société, puisque ce serait finalement rediviser l'ensemble, alors que nous cherchons à créer une société totalisante dans laquelle l'ensemble de la planète pourra se fondre. Eh bien l'ennemi c'est personne et chacun d'entre nous. L'ennemi c'est finalement notre mauvaise conception du monde, c'est la conception chrétienne du monde. Ce sont ces idées fausses qui sont en nous, ces miasmes que nous ont transmis les siècles précédents. Donc l'ennemi, le voilà, le but supraordonné, il est très clair, c'est la préservation de la nature, c'est la préservation de Gaïa, de notre mère à tous, Gaïa la planète, en vérité Déméter, parce que c'est le culte de Déméter, ce sont en fait les mystères antiques qui ressurgissent là, et rien d'autre. Là encore, il faudrait développer, mais ça nous mènerait bien au-delà de tout ceci. Et puis, il y a un autre problème qu'un pouvoir mondial doit résoudre, c'est la question de la stabilisation de l'empire universel. Parce que les empires passent par trois phases, une phase d'expansion, une phase de stabilisation et une phase de déclin. Et l'idéologie qui préside à la phase d'expansion, souvent n'est pas adaptée à la phase de stabilisation. Ça, c'est une constatation d'expérience, une constatation archéologique, de l'archéologie entendue à son sens politique. Et donc, il faut trouver cette idéologie qui va permettre donc d'arrêter d'une certaine manière la société, de l'empêcher d'aller trop loin. Et là encore, l'écologie, les contraintes écologiques permettent de freiner le progrès là où on veut et de l'activer là où on veut. Donc l'idéologie de stabilisation est là. Alors il y a d'autres problèmes dans la stabilisation de l'empire. Il y a la question donc, du développement technique,
Donc je vous explique comment c'est fait. Et il y a la question de la croissance de la population. Parce que la population en elle-même est un élément qui permet, qui risque de rendre l'Empire incontrôlable. Mais là, ce sera encore une fois une autre conférence, mais je pense que vous êtes très au fait de ces questions. L'écologie, donc, est directement liée à cette perspective malthusienne, puisque les hommes étant des nuisances, moins il y aura de nuisances, supprimons des hommes, les nuisances disparaîtront. Bien, donc ce faisant, on est simplement en train de construire une nouvelle civilisation. Et c'est l'objectif avoué, c'est l'objectif clairement explicité. Les termes sont exposés tels quels. On cherche à décrire une nouvelle civilisation avec son anthropologie, avec ses mythes, avec sa spiritualité. Alors, je vous l'ai dit, cette nouvelle civilisation sera basée sur une spiritualité qui sera en fait païenne. Ce culte de la terre n'est en fait que le culte d'Éleusis, que le culte de Déméter, que le culte des déesses octoniennes, de tous ces mythes, d'Isis, la déesse mère. Donc ce qu'on nous présente comme étant Gaïa, la terre, est en fait Déméter, qu'on ne pouvait pas appeler tel quel, parce que là le lien aurait été beaucoup trop évident. Les gens ayant un tout petit peu de connaissance de la mythologie grecque auraient su à quoi il fallait, à quoi tout ceci faisait allusion. Et ces mystères, il faut le savoir. D'ailleurs, je crois que je vais vous lire la fin, la toute fin. Donc ces mystères sont liés aux traditions orphiques. Et donc je vais vous lire 3 lignes. Donc d'abord l'introduction. Donc pour Échine, donc ça c'est moi qui parle. En effet, pour Échine, Zagros est l'un des noms de Pluton, Hadès, donc le dieu des enfers. Héraclite, qui aurait présidé au culte de Déméter éleusienne, s'il avait renoncé à ses droits en faveur de son frère, assimile également Dionysos à Hadès. Donc dans les fragments d'Héraclite, donc qui sont publics, consultables, et voilà ce que dit Héraclite. Car si ce n'était pas de Dionysos qu'on mène la pompe en chantant le cantique aux parties honteuses, ce serait l'acte le plus éhonté, mais c'est le même, Hadès ou Dionysos, pour qui on est en folie et en délire. Donc il le dit explicitement, Hadès ou Dionysos, donc les cultes bacchiques, Hadès ou Dionysos, mais c'est le même, Hadès ou Dionysos, donc le dieu des enfers, plutôt c'est le même. Donc voilà le dieu que les mystères adorent. Bien, donc quelques mots pour conclure. Donc, je crois ici, tout particulièrement, nous avons affaire vraiment à des idées chrétiennes devenues folles, et je crois également que nous avons affaire à des idées qui concernent la loi naturelle, coupées de sa référence surnaturelle, et que c'est là, précisément, à cette jonction, que s'articule la stratégie de l'adversaire, et je crois qu'il faut en prendre véritablement totalement conscience. Je vous remercie. Je vais reprendre la parole 2 minutes, mais je vais la céder immédiatement à Gorbatchev, et je vais vous lire quelques lignes d'un ouvrage qui n'a pas été traduit en français à ma connaissance, qui s'appelle The Search for a New Beginning, donc à la recherche d'un nouveau commencement, et ce qui en fait est exact, littéralement, une traduction correcte serait plutôt à la recherche d'une nouvelle Genèse, puisque la Bible commence en anglais par In the Beginning. Donc dans cet ouvrage, à la recherche d'une nouvelle Genèse, voici ce que Gorbatchev écrit. Par contre, il est public, l'ouvrage, vous pouvez vous procurer un anglais. Donc il écrit, début de citation, « L'humanité doit modifier consciemment ses relations avec le reste de la nature. Nous avons besoin d'un nouveau paradigme qui nous ramène à la réalité en reconnaissant que l'homme est simplement un élément de la nature. L'homme fait partie de la biosphère, fait un avec la biosphère. » Fin de citation. Une autre citation du même Gorbatchev. « Selon moi, l'attitude des individus envers la nature doit devenir le principal critère permettant de garantir le maintien de la moralité. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de dire « tu ne tueras point ». L'éducation écologique implique par-dessus tout le respect et l'amour de tout être vivant. Encore une dernière citation. Notre tâche consiste à développer une nouvelle civilisation, nouvelle en ce sens que cette civilisation doit être celle de toute l'humanité. Le temps est venu de choisir une nouvelle direction de développement global, de définir une nouvelle civilisation. Fin de citation. Et alors pour ce qui concerne, bien évidemment, je vous ai fait, j'allais dire, un exposé unilatéral. Il y a des problèmes écologiques, il faut les traiter, c'est certain. Les déchets radioactifs en sont un. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les moyens,
tout au moins à terme, de traiter les déchets radioactifs. Alors, ils sont contestables, mais ça peut être par exemple les surgénérateurs, Phoenix, qui a été fermé, qui était un moyen de détruire les déchets, tout simplement, en orbite. Et donc tout pouvoir aux institutions internationales. Bien, ceci donc, pour expliquer un peu toute cette rhétorique qu'on a autour des météores qui risquent de percuter la Terre. Bon, l'objectif, c'est celui-ci. Mais ils n'ont pas du tout l'intention de... Quand on tient le pouvoir, en général, on ne le lâche pas, quoi. Bon, on est bien d'accord. Non, ceci étant, donc, la boucle des déchets radioactifs n'a pas été fermée. Mais on pouvait la fermer. Bon, il y a d'autres personnes qui ont avancé d'autres modes de transmutation naturelle. Bon, ce sont des travaux un petit peu particulier, bon, mais cette boucle, on ne lui a jamais donné les moyens de la fermer. Non, par contre, en ce qui concerne le pétrole, là, c'est vrai. Là, on sort du carbone de la Terre pour le mettre dans l'atmosphère. Donc, il peut y avoir un problème. Et effectivement, il y aura une action qui sera très, très limitée. Bon, ceci étant, d'ailleurs, il y a maintenant des gens qui pensent remettre ce carbone, enfin, ce gaz carbonique, ce CO2, dans la Terre, en particulier dans les puits pétroliers. Donc, reboucler la boucle. Ce sont des problèmes technocratiques. Vous voyez, ce sont véritablement des problèmes qui sont solubles de manière purement technocratique. Mais on n'a pas intérêt à les résoudre. Il vaut beaucoup mieux qu'il y ait un problème et un organisme chargé de sa solution. L'objectif est clairement de créer une nouvelle spiritualité. Ça, c'est dit tout à fait explicitement. Bon, je ne vous ai pas apporté certains textes dont le titre est absolument extraordinaire, mais il y eut une conférence à Copenhague, internationale, regroupant tous les pays du monde, dont le titre était les conditions éthiques et spirituelles du développement économique. C'est quand même assez étonnant de voir l'ONU se préoccuper de ces choses-là. L'objectif est clairement de plus en plus spirituel, et c'est leur véritable objectif. Alors ensuite, bon, la question de la répartition économique, c'est une question de répartition de pouvoir. Mais ça, en soi, ce n'est pas une fin. Ce sont des considérations secondaires. L'objectif véritable, c'est la création d'une spiritualité globale, puis d'une religion mondiale.